L'aube lyonnaise inondait les ruelles étroites, encore humides de la pluie nocturne, d'une douceur miraculeuse. Dans le hall du vieux château du Colombier, où devait se dérouler cet après-midi un mariage digne des plus beaux magazines, des équipes s'affairaient entre câbles, compositions florales et carnets. Au cœur de ce joyeux désordre, Clara Ménard, 27 ans, fleuriste spécialisée dans les événements de luxe, coordonnait son équipe avec une énergie qui contrastait avec le rythme effréné des dernières semaines. Sous les projecteurs du hall principal, Clara examinait minutieusement un petit vase de pivoine, consciente que la moindre erreur était impardonnable. Ses mains, d'ordinaire si fermes, tremblaient légèrement, non pas par nervosité professionnelle, mais à cause de la présence importune qui hantait ces derniers jours, Éric Darnon, son fiancé. Bien que Clara ne fût qu'une simple prestataire de service, il était impossible d'ignorer la tension croissante qui s'installait à chaque fois qu'Éric croisait son chemin. Il s'approchait avec une familiarité intrusive, comme si chaque fleur qu'elle touchait était une faveur personnelle. Son attitude d'une élégance aristocratique impeccable dissimulait une volonté de contrôle malsaine. Ce matin-là, il fit quelque chose qui mit le personnel mal à l'aise. Il s'approcha de Clara par derrière, alors qu'elle disposait les fleurs sur l'autel. « Vous savez que ce mariage est l'événement de la décennie, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, si près que son souffle effleura sa nuque. Clara est partie rapidement, mais elle est restée professionnelle. « Mon travail consiste à veiller à ce que tout soit parfait, monsieur Darnon. » Il esquissa un sourire en coin, un sourire qui semblait plus menaçant que bienveillant. « La perfection est exactement ce que j'attends de vous. » L'incident sema le trouble parmi les employés, mais personne n'osa s'exprimer. Les excentricités des familles fortunées étaient monnaie courante dans le milieu de l'événementiel. À 14 heures, 2 heures avant le mariage, Clara partit chercher une dernière livraison de fleurs dans un entrepôt situé à quelques rues de là. Elle sortit seule, marchant d'un pas rapide, comme si elle était à bout de souffle. Ses pas résonnèrent sur le trottoir pavé lorsqu'une voiture noire ralentit à sa hauteur. Juste du bruit, rien d'autre. Clara jeta un regard inquiet autour d'elle. Les vitres teintées ne permettaient pas de voir le conducteur. La voiture a suivi ses pas pendant quelques secondes, puis elle a accéléré et a disparu au coin de la rue. Elle a essayé de l'ignorer. Le travail d'abord, les explications plus tard. Dans le débarras, elle prit la boîte de lys blanc. Elle inspira profondément. Le parfum des fleurs aurait dû l'apaiser, mais cette fois, il ne fit qu'accentuer son pressentiment d'inquiétude. Le silence y était pesant. Chaque porte métallique semblait dissimuler des regards. Sur le chemin du retour, son téléphone vibra. Message non identifié. Retournez immédiatement au château. Nous devons parler. Des limites. Clara s'arrêta, le cœur battant la chamade. Éric. La fleuriste accéléra le pas, sentant l'air se rafraîchir, malgré le soleil. Elle peinait à rassembler ses idées rationnelles. Il ne ferait rien en plein jour, n'est-ce pas? C'était une personnalité publique, l'héritier d'une famille influente. Mais le ton du message, l'insistance, la façon dont il la regardait depuis des semaines. Elle tourna au coin de la rue suivant et disparut. Les caméras de cette rue étaient hors service pour maintenance. Le camion poubelle était passé quelques minutes auparavant, déplaçant des cartons et obstruant la vue latérale. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. C'était comme si le fleuriste s'était volatilisé. À 14h47, son équipe l'a appelé. Pas de réponse. À 15h02, l'organisatrice de l'événement s'est rendue à l'entrepôt. Elle n'y était pas. À 15h20, la mariée, Hélène Dupré, déjà désespérée, a appris que sa fleuriste avait disparu. À 16h, heure à laquelle les portes de la salle devaient s'ouvrir, le mariage fut reporté. Les invités murmurèrent. La presse flairait un scandale. Le nom de Clara Ménard fit la une des journaux et les théories se multiplièrent à une vitesse fulgurante. Fuir à cause du stress, enlèvement, une romance cachée, implication auprès du marié, un crime passionnel, régler les comptes avec les créanciers, rien n'avait de sens. La seule certitude était l'absence. Pendant plusieurs jours,
La police a ratissé le quartier, interrogé les habitants et visionné les enregistrements des caméras de surveillance des rues adjacentes. La voiture noire n'a jamais été identifiée. Le téléphone portable de Clara a été retrouvé près d'une porte latérale de l'entrepôt sans aucune empreinte digitale. Faute de piste, l'affaire a été classée sans suite des mois plus tard. La vie a continué. Le mariage a été annulé. La famille Darnon s'est retirée de la vie publique. Et le temps, toujours impitoyable, a fini par clore l'affaire. Mais il y avait quelqu'un qui n'a jamais oublié. Quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a conservé quelque chose, qui savait quelque chose. Le photographe officiel du mariage, Adrien Vasseur. Il a conservé ses photos de ce jour-là sous clé pendant près de 20 ans. Certaines parce qu'elles étaient belles, d'autres parce qu'elles étaient incroyablement perturbantes. Et parmi toutes ces photos, il y en avait une qu'il n'a jamais eu le courage de montrer à personne. À ce jour, Lyon, il y a presque 20 ans déjà, était une ville où l'élégance se mêlait à l'ombre. Ces ruelles anciennes, ces immeubles en pierre beige chargés d'histoires tues, et l'odeur constante de pain frais s'échappant des boulangeries composaient un tableau où rien ne semblait vraiment disparaître, sauf Clara, qui avait disparu. L'affaire fit grand bruit en France en quelques jours. Les gros titres sensationnalistes, accompagnés de théories improbables, firent leur apparition, tandis que la presse plus traditionnelle s'efforçait de comprendre la vie de la fleuriste. C'était inévitable. Plus on enquêtait, moins on trouvait d'éléments. Clara vivait discrètement. Aucun antécédent conflictuel. Pas de famille proche. Pas d'ennemis apparents. Travailleuse, réservée, dévouée. Son seul lien affectif connu était avec Marianne, une collègue et amie proche, qui a insisté pour dire à la police que ces derniers mois, Clara était agitée, dormait mal et se montrait méfiante. Marianne a évoqué le comportement intrusif d'Éric, mais la police n'a jamais pris cela au sérieux. Le fiancé avait un alibi en béton et aucune preuve ne le reliait à la disparition. Hélène, la fiancée, était trop dévastée pour se douter de quoi que ce soit. Tandis que la France alimentait les théories, Adrien Vasseur, le photographe, était plongé dans son propre tourment. Reconnu pour son style artistique, il saisissait toujours des expressions authentiques et des instants que personne d'autre ne remarquait. Méticuleux, calme et observateur, il voyait ce que les autres ignoraient. Le jour du mariage, il avait vu quelque chose. Il ne savait pas comment l'interpréter, ni même si cela avait une importance, mais il savait qu'il ne voulait pas s'en mêler. La disparition de Clara était devenue un fantôme silencieux dans son esprit, un fantôme qu'il était parvenu à faire taire, jusqu'à ce que, 19 ans plus tard, une exposition photographique vienne tout bouleverser. Avant cela, la vie avait continué. Ébranlée par le scandale, la famille Darnon quitta Lyon pour une propriété rurale aux abords de Rouen. Éric reprit la direction de l'entreprise familiale et ne fit plus d'apparition publique que lors d'événements professionnels. Hélène tenta de se reconstruire, mais son image publique demeura indissociable de ce mariage avorté. Pendant ce temps, Adrien continuait de photographier des mariages, une ironie cruelle qui ne cessait de le tourmenter, et de se forger discrètement une réputation d'artiste. Ses archives contenaient cependant un dossier protégé par un mot de passe, intitulé simplement « Colombier incomplet ». On y trouvait les photos de ce jour-là. Certaines montraient les préparatifs. D'autres, des détails de la décoration. Certaines étaient floues car il était distrait, et d'autres, trop troublantes pour être vues. Adrien n'avait jamais eu le courage de revoir pleinement ces images, mais il conservait le sentiment de ne pas avoir été seul lorsqu'il en avait pris une. Il se souvenait d'une présence derrière lui, d'une ombre qui passait dans le couloir du château quelques minutes avant que le chaos ne commence. Il avait pensé que c'était sans importance à l'époque, jusqu'à ce que, il y a quelques semaines, une invitation à exposer d'anciennes œuvres ravive tout. Les organisateurs souhaitaient des photos, des moments marquants de sa carrière. En cherchant de vieilles photos, Adrien a ouvert par inadvertance le dossier interdit. Et là, elle était, une photo dont il ne se souvenait pas.
L'image montrait Clara, quelques minutes avant sa disparition. Elle se tenait dans le couloir latéral du château, tenant la boîte de lys à deux mains. Le plus troublant n'était pas son expression, un mélange de hâte et d'appréhension, mais le reflet dans la vitre derrière elle. Il y avait quelqu'un qui se tenait à quelques mètres de là, une silhouette masculine. Oh, propriété, j'observe. La photo ne dévoilait pas son visage, mais elle montrait quelque chose d'encore plus étrange. Clara semblait ne pas le voir, alors même qu'il était si près qu'il aurait pu lui toucher l'épaule. C'était comme si sa présence échappait à sa perception. Quand Adrien vit l'image, son esprit vagabonda sur des chemins qu'il avait évités pendant près de 20 ans. Mais cette fois, quelque chose avait changé en lui. Il décida de découvrir qui se trouvait là. À partir de cet instant, la scène reprend vie. Le vieux château, abandonné depuis le scandale, désormais en ruine, cerné de vignes sauvages et de silence pesant. Le photographe retourne sur les lieux en quête de réponse. Au même moment, des personnes ayant connu cette époque réapparaissent. Marianne, désormais propriétaire d'un petit studio. Hélène, qui vit discrètement à Avignon. Et bien sûr, Éric, dont le nom revient dans la presse suite à de récentes enquêtes financières. La France qui entoure cette enquête tardive est pleine de contrastes. Des cafés paisibles sur des places illuminées, des rues sombres chargées de souvenirs, des maisons centenaires témoins de secrets. Adrien la parcourt d'un œil clinique, décelant des indices subtils dans chaque détail. La profondeur des personnages commence à se révéler. Hélène, que l'on considérait auparavant comme une victime collatérale, démontre qu'elle a caché bien plus qu'elle ne le laissait paraître. Marianne est rongée par la culpabilité. Éric lui-même, si sûr de lui, semble prisonnier de la paranoïa. Et surtout, Adrien porte en lui le sentiment que sa photo, cette unique image, détient la clé de ce qui est réellement arrivé à Clara Ménard. Le retour d'Adrien au château marqua le début d'une spirale d'événements qu'il n'aurait jamais imaginé revivre. L'endroit était abandonné depuis le scandale, et le portail rouillé grinçait comme pour protester contre sa présence. 20 ans de pluie, de vent et de silence avaient transformé le château du Colombier en un mausolée de souvenirs inachevés. À l'intérieur, le craquement des feuilles mortes sous ses pas résonnait dans les couloirs qui, jadis, avaient vibré au son de la musique, des projets et des espoirs d'un mariage grandiose. Désormais, seule la poussière et une faible lumière accompagnaient le photographe. Il observa le couloir où Clara avait été vue pour la dernière fois. La lumière filtrant par les fenêtres projetait de longues ombres qui semblaient prolonger le passé. Adrien leva son appareil photo, non pour prendre une photo, mais pour comparer mentalement l'angle de la mystérieuse image. Là, Clara tenait la boîte de lys blanc. Là, dans la vitre derrière elle, se dessinait l'ombre de l'homme. Mais lorsqu'Adrien tenta de reproduire l'angle, il remarqua quelque chose d'étrange. Sur le mur où la photographie reflétait la silhouette masculine, la vitre avait disparu. Il n'y avait plus qu'une lucarne, remplacée des années plus tard, d'après les documents qu'il avait pu consulter. Cela n'expliquait rien, mais épaississait le mystère. L'enquête personnelle du photographe commençait à prendre forme. Il rendit visite à Marianne, qui travaillait désormais dans un atelier de fleuriste près de la place Bellecour. La vieille amie de Clara l'accueillit avec méfiance et une tristesse que le temps n'avait pas effacée. « Tu devrais laisser ça derrière toi, Adrien. Certaines histoires ne sont pas faites pour être expliquées. Mais pensez-vous que Clara se soit simplement enfuie ?» Marianne baissa les yeux. « Je pense que certaines personnes ont peur et que d'autres ont trop de pouvoir pour être frustrées. » La phrase lui resta en tête. L'étape suivante consistait à retrouver Hélène Dupré. Installée à Avignon, elle avait accepté de le rencontrer dans un café discret. Quand Adrien prononça le nom de Clara, son ex-fiancée trembla imperceptiblement. « Repensez-vous encore à ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. « Tous les jours, » répondit-elle. Mais la réflexion ne m'a pas apporté de réponse, seulement des questions plus profondes. Adrien lui montra la photo. Hélène porta la main à sa bouche, surprise. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Elle a l'air si effrayée. »« Et cet homme ?» a-t-il insisté.
Vous reconnaissez la posture? La coupe de cheveux? Hélène hésita. Le silence était pesant. Je ne suis pas sûr, mais on dirait quelqu'un qui... Elle s'arrêta. Son expression se durcit. Je ne peux rien affirmer avec certitude. Et il se leva brusquement, mettant fin à la conversation. À chaque pas, Adrien sentait qu'un secret immense lui était voilé, comme si la vérité était prisonnière d'épaisses couches de conventions sociales, de peur et de facilité. Ce soir-là, en arrivant au petit studio où il vivait, il trouva la porte ouverte. Il entra prudemment. Rien ne semblait anormal, à l'exception d'une enveloppe soigneusement posée sur son bureau. Il n'y avait pas d'expéditeur. À l'intérieur, une seule phrase dactylographiée. « Arrêtez de remuer le passé ». Certaines personnes ne sont pas mortes. Aucune signature, aucune marque, aucune menace explicite. Et c'est précisément ce qui le rend d'autant plus effrayant. Adrien commença à comprendre qu'il s'était mêlé de quelque chose de bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Il décida alors de chercher quelqu'un capable de remarquer des détails qu'un photographe pourrait manquer. Luc Béraud, un détective à la retraite qui avait enquêté sur l'affaire à l'époque. Luc était plus âgé, plus lent, mais non moins perspicace. Il accepta d'écouter Adrien et d'analyser la photographie. Après quelques minutes de silence, il dit « Cette silhouette ne ressemble pas à un observateur. On dirait plutôt quelqu'un saisi sur le vif au moment où il allait bouger, comme pris au dépourvu par l'objectif. Pensez-vous que cette personne savait qu'elle était photographiée? Je crois que cette personne ne voulait pas être vue, et vous l'avez vue. Involontairement, certes, mais vous l'avez vue. Luc a également révélé un détail jamais divulgué auparavant à la presse. Le lendemain de la disparition de Clara, les empreintes digitales d'Éric ont été retrouvées sur la porte latérale du débarras, ainsi qu'une marque de griffure sur le bois qui semblait avoir été faite par quelqu'un qui essayait de s'y accrocher. Le problème, Éric avait un alibi confirmé par sa famille. De plus, aucun élément de preuve supplémentaire ne reliait le marié à la disparition. La police était donc contrainte de considérer toute cette affaire comme une simple coïncidence. Adrien repartit avec le sentiment que le puzzle était presque complet, mais qu'il manquait la pièce centrale. La nuit suivante, il pleuvait des cordes. Des éclairs illuminaient Lyon comme les flashs d'un photographe nerveux. Adrien relut tous les clichés du mariage. Il les examina un à un jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange dans une série de 5 images prises à 13h58, peu avant que Clara ne parte chercher les dernières fleurs. Sur les 4 premières images, Clara semble parler à quelqu'un hors champ, arborant un sourire nerveux. Mais sur la 5e image, le cadrage change légèrement et l'on aperçoit un fragment du reflet de l'homme. Mais à présent, en y regardant de plus près, ça ne ressemblait pas à Éric, même pas d'invité, même pas un employé, même pas quelqu'un du cercle social de la famille. Il avait l'air de quelqu'un qui n'aurait pas dû être là, une personne invisible aux yeux de tous, sauf à ceux de la caméra. La présence devenait de plus en plus réelle. Et le conflit principal commença à émerger. La disparition de Clara n'était pas un accident, ce n'était pas une évasion, quelqu'un l'a emmenée. Et pour une raison inconnue, cette silhouette mystérieuse réapparaissait sans cesse sur des photos qui, en théorie, ne devraient même pas exister. Adrien savait qu'il devait aller au fond des choses, même si cela signifiait risquer leur propre vie. La révélation que la mystérieuse silhouette apparaissait sur plusieurs photos a amené Adrien à relier des fantasmes qui semblaient auparavant sans lien. L'histoire de la disparition de Clara, considérée pendant près de 20 ans comme un événement isolé, a commencé à révéler de profondes failles, et au sein de celles-ci, d'autres vérités cachées. La première intrigue secondaire qui se dessina fut celle de Marianne. L'amie de Clara, qui avait toujours paru coopérative et vulnérable, cachait bien plus qu'elle ne le laissait paraître. Adrien décida de lui rendre une seconde visite, emportant les nouvelles photos. Mais en arrivant au studio, il le trouva fermé, alors même qu'il était encore en pleine heure d'ouverture. La porte était verrouillée et, par la fenêtre latérale entr'ouverte, on entendait le bruit étouffé de quelqu'un qui se précipitait à l'intérieur. Il l'a appelé. Silence.
puis des pas s'éloignent, puis une voix tremblante. « Va-t'en, Adrien !» Cette réaction abrupte l'inquiéta. Marianne n'était plus une simple témoin. Elle était devenue un élément important d'un jeu dont personne ne lui avait expliqué le déroulement. En s'éloignant, il remarqua quelque chose d'étrange. La voiture garée devant le studio, une Peugeot grise, portait une plaque d'immatriculation d'une société liée à la famille Darnon. La seconde intrigue secondaire est apparue suite à l'affaire Hélène Dupré. L'ex-fiancé semblait fragile au premier abord, mais sa fuite soudaine lors de la conversation précédente ne trahissait pas un simple malaise. Adrien a découvert, grâce à des recherches discrètes, qu'Hélène recevait une somme mensuelle de la famille Darnon, officiellement qualifiée de indemnisation pour préjudice moral. Mais le montant était bien trop élevé pour un simple préjudice émotionnel. Un arrangement, un silence acheté. La troisième intrigue secondaire concernait les documents de l'affaire initiale, que Luc Béraud conservait dans son appartement. L'inspecteur à la retraite invita Adrien à consulter certains dossiers qu'il avait illégalement conservés après son départ à la retraite. Parmi des papiers jaunis, des notes manuscrites et des témoignages, un rapport attira l'attention. Un employé du château déclara avoir vu, le jour de la disparition, un homme coiffé d'une casquette et vêtu d'un manteau sombre entrer par la porte latérale, la même que celle utilisée par Clara. La police rejeta ce témoignage, faute d'enregistrement vidéo, les caméras du couloir étant hors service ce jour-là. Mais il y avait une incohérence. Le rapport était signé par le policier responsable, mais sa signature apparaissait dans d'autres documents, complètement différentes. Autrement dit, des documents avaient été falsifiés. La complexité a augmenté. Alors qu'Adrien explorait ces lignes parallèles, la pression s'intensifiait. Il reçut un appel anonyme au milieu de la nuit. « Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Arrête, sinon quelqu'un va encore disparaître. » Il était impossible de dire s'il s'agissait d'une véritable menace ou d'une tentative d'intimidation. Mais il savait qu'il était au bord du précipice. L'histoire s'est entremêlée lorsque, par une nuit particulièrement tendue, Adrien a suivi la Peugeot grise depuis l'atelier de Marianne jusqu'aux abords de Lyon, s'arrêtant devant un entrepôt à la façade abandonnée. De la porte entr'ouverte, il a entendu des voix. Il a trouvé les photos. Comment? Ils étaient en sécurité. Ça n'a pas d'importance. Il finira par comprendre. Et s'il découvrait la vérité à son sujet? Nous allons donc devoir faire la même chose qu'avant. Adrien recula instinctivement. Le « avant » ne pouvait désigner que Clara. Le temps pressait. Plus il avançait, plus il devenait évident qu'un groupe, et non un individu isolé, était impliqué dans la disparition. Et tous avaient des liens, directs ou indirects, avec la famille Darnon. Mais il manquait une pièce. Éric Darnon. Bien que toutes les intrigues secondaires le désignent d'une manière ou d'une autre, sa proximité avec Clara, son pouvoir, ses antécédents de comportements intrusifs, certains éléments l'éloignaient du rôle d'antagoniste principal. Il avait été aperçu par des dizaines de personnes aux alentours de la disparition. Son alibi était fragile sur le plan émotionnel, mais solidement étayé. De plus, un détective privé engagé par Adrien fit une découverte encore plus troublante. Éric ne contrôlait pas entièrement sa fortune. Celui qui la gérait réellement était son frère aîné, Julien Darnon, un personnage discret impliqué dans des fonds d'investissement et ayant des contacts dans le milieu. Julien n'apparaît jamais dans l'histoire, mais maintenant, tout commençait à le désigner comme coupable. Et le plus étrange, Julien était présent au château le jour du mariage, alors qu'il ne figurait pas sur la liste officielle des invités. Les intrigues secondaires se sont croisées, la présence de l'homme inconnu sur les photos, le silence d'Hélène, acheté à prix d'or. Marianne est surveillée, documents falsifiés, la silhouette de Julien se dessinait, plus grande encore que celle d'Éric. L'intrigue s'est épaissie, sans laisser de questions en suspens. Chaque fil menait au même noyau. Et le temps pour découvrir la vérité semblait se raccourcir, comme si quelqu'un avait décidé qu'Adrien en savait déjà trop. C'est par un froid matin de novembre que tout a basculé. Adrien
épuisé par plusieurs nuits blanches, décida de revoir les négatifs originaux du mariage, cette fois-ci avec du matériel plus précis, emprunté à un collègue restaurateur d'images. Il était persuadé qu'un détail imperceptible s'y cachait, dissimulé dans le grain de la pellicule, attendant d'être révélé. Et c'était le cas. Sur une vue latérale de l'église, en apparence anodine, quelque chose attira son regard, le reflet dans une vitre, presque imperceptible. Dans ce reflet, la silhouette de l'homme au manteau sombre réapparut, mais cette fois, il la fixait droit dans les yeux. Jusque-là, toutes ces apparitions sur les photos n'avaient été que des observations indirectes, presque fortuites. Mais pas là. Son regard était intentionnel, déterminé. Il savait exactement où elle se trouvait. Plus inquiétant encore, sa position dans le reflet montrait qu'il se trouvait dans une partie de l'église théoriquement fermée au public ce jour-là. Une zone accessible uniquement par l'ancien couloir reliant la sacristie au jardin intérieur. Le même couloir où les caméras étaient éteintes. Adrien ressentit un frisson. Voilà la pièce manquante, la preuve que la présence de cet homme n'était pas une coïncidence. Mais qui était-il? Il était déterminé à découvrir la vérité. Grâce à un grossissement numérique, il découvrit un détail nouveau. Un insigne sur la veste, trop petit pour être remarqué auparavant. Ce n'était pas un logo, mais des armoiries. Les armoiries d'une famille, les armoiries d'Arnon. Le cœur d'Adrien s'emballa. Cet homme était de la famille. Et ce n'était pas Éric. Les armoiries correspondaient à la branche la plus ancienne, utilisée par seulement quelques membres, principalement Julien. Ce fut le tournant, la confirmation qui manquait, l'appel téléphonique inattendu. Quelques heures après la découverte, Adrien a reçu un appel, numéro inconnu. « Monsieur le maire ?»« Oui, qui parle ?»« C'est moi, Marianne. » Elle pleurait. Sa voix était étranglée par la peur. « Ils m'ont poursuivi. Je ne peux pas dire grand-chose. Je dois le voir. Aujourd'hui, maintenant. Attends, où es-tu ? Dans l'ancien atelier de céramique, à Saint-Romain. Venez seul. S'il vous plaît. La ligne a été coupée. » Adrien partit aussitôt, mais décida instinctivement de ne pas entrer par l'entrée principale. Il se gara 2 rues plus loin et s'approcha par l'arrière du bâtiment. En chemin, il remarqua quelque chose d'inquiétant, des empreintes de pas récentes dans la boue près de l'entrée latérale. 2, l'une légère, sans doute celle de Marianne. L'autre, plus profonde, ressemblait à une botte d'homme. Il procéda avec prudence. Révélation partielle. Lorsqu'il entra, il trouva Marianne recroquevillée dans un coin, le visage baigné de larmes, les mains tremblantes. Elle essaya de parler, mais sa voix la trahit. « Marianne, que s'est-il passé ? Tu avais raison. Il apparaît sur les photos. Il était là ce jour-là. Il y a toujours été. De qui parle-t-on ? Julien ?» Elle ferma les yeux comme si prononcer le nom était trop dangereux. Julien. Et d'autres. Il n'était pas le seul. Clara. Clara savait quelque chose d'important, quelque chose qui pouvait tout détruire, et c'est pourquoi... Marianne s'est effondrée en larmes. Adrien s'agenouilla devant elle, tentant de la réconforter. Mais avant qu'il ne puisse poser ses questions, le bruit d'une voiture qui se garait rompit le silence. Il se releva, regarda par la vitre latérale et aperçut la Peugeot grise, la même qu'il avait suivie un peu plus tôt. « Ils m'ont trouvé », Marianne murmura. Et puis, soudain, elle regarda Adrien avec une expression étrange, un mélange de peur et de détermination. « Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que je cache depuis des années. C'est au sous-sol du studio. Si je ne sors pas d'ici, tu connaîtras toute la vérité. Marianne, de quoi parles-tu ? La vérité sur Clara, la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là, et sur Julien. » Avant qu'Adrien puisse réagir, quelqu'un se mit à frapper violemment à la porte d'entrée. Il attrapa Marianne et la conduisit au sous-sol, verrouillant la porte derrière eux au dernier moment. L'objet inattendu, le sous-sol était petit, humide, et sentait la vieille peinture. Marianne se dirigea vers une armoire en bois et en sortit une épaisse enveloppe scellée, recouverte de poussière.
Mais avant de le remettre à Adrien, elle a dit quelque chose qui a tout bouleversé. Clara n'a pas disparu parce qu'elle a été kidnappée. Elle a disparu parce qu'elle a choisi de disparaître. Mais pas comme tout le monde l'imagine. Adrien se figea. Et le pire, Marianne continua dans un murmure. En réalité, elle n'était pas seule lorsqu'elle a pris cette décision. L'enveloppe tremblait entre ses mains. Elle était avec quelqu'un de la famille d'Arnon. Et puis, pour la première fois, Marianne prononça le nom que personne n'avait osé dire jusque-là. Elle était avec Julien. Le monde d'Adrien s'est effondré. Ce fut le tournant qui allait transformer tout le processus de recherche en un jeu complètement différent. L'enveloppe que Marianne tendit semblait trop lourde pour sa taille, non pas à cause de son poids, mais à cause de ce qu'elle pouvait contenir. Adrien la tenait avec précaution, comme si l'ouvrir risquait de déclencher un piège invisible. Dehors, des pas résonnaient sur le sol du studio, lents, contrôlés, comme si les intrus savaient pertinemment qu'on les entendait. La tension montait. Contenu de l'enveloppe, Adrien ouvrit soigneusement le seau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos anciennes, prises quelques jours avant le mariage, une copie d'un étrange contrat manuscrit, une lettre de Clara. Les photos ont révélé une chose inattendue. Clara et Julien ensemble, dans des lieux discrets, café désert, ruelles, jardin secret de Lyon. Mais le plus frappant était l'expression de Clara. Elle ne semblait pas avoir peur. Sur beaucoup de photos, elle souriait. Sur d'autres, elle paraissait angoissée, mais jamais contrainte. Marianne expliqua, la voix tremblante, Clara et Julien se sont rencontrés en secret. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était quelque chose de plus compliqué. Elle a découvert des secrets financiers familiaux, des détournements de fonds, et il s'est servi d'elle. Ou elle s'est servie de lui, je ne sais toujours pas. Mais le jour de leur mariage, ils avaient tous deux un plan. Adrien fronça les sourcils. « Vous voulez dire que Clara avait prévu de s'enfuir ?»« Oui, mais elle n'a jamais eu l'intention de disparaître à jamais. Le plan était tout autre. Une accusation, une révélation. Sauf que quelqu'un les a trahis. » Lettre de Clara. Adrien déplia la lettre. L'écriture était élégante, décisive, contrairement à l'image de fragilité que véhiculaient les récits de la disparition. Si quelque chose tourne mal, cherchez Marianne. Elle sait où me trouver. Julien a promis de me protéger, mais je sais de quoi il est capable. Si je ne reviens pas, c'est que quelqu'un m'a menti. Adrien sentit son estomac se nouer. Elle ne faisait pas entièrement confiance à Julien. Mais elle est quand même partie avec lui. Clara était désespérée. Elle avait découvert une fraude de plusieurs millions de dollars, des documents cachés au château, et elle pensait qu'épouser Éric la mettrait en position de faiblesse. Julien lui avait promis de l'aider à tout révéler, mais elle ignorait que Julien était impliqué jusqu'au cou. Les sons au-dessus, un grand bruit au-dessus de leur tête interrompit la conversation. Quelqu'un avait renversé un meuble. « Ils vont s'introduire par effraction », murmura Marianne. Adrien a tout mis dans son manteau. Il fallait qu'il parte de là. Mais avant qu'il n'atteigne la sortie de secours du sous-sol, un détail attira l'attention d'Adrien. Un morceau de tissu collé à une planche cassée, bleu marine, de la même nuance que le manteau de l'homme sur les photos. Julien estivera Ali. Peut-être que c'était encore le cas. Une fleur. Adrien ouvrit prudemment la portière arrière. La ruelle derrière le studio était déserte. Ils coururent dans la rue parallèle, tentant d'éviter la Peugeot grise. Mais au coin de la rue, ils virent deux hommes sortir de la voiture. L'un portait une casquette noire, l'autre avait quelque chose dans sa poche, probablement une arme. Marianne attrapa le bras d'Adrien. « Dans les bois !» Ils dévalèrent la rue étroite qui menait au sentier derrière le studio. Le terrain accidenté rendait la course difficile. Adrien sentait son cœur battre la chamade, mais il serra la lettre contre lui. Il savait que la clé de la vérité s'y trouvait. Lorsqu'ils atteignirent enfin la clairière, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Marianne, épuisée, s'appuya contre un arbre. « Il y a autre chose que je dois vous dire. » Adrien attendit. Clara n'a pas disparu ce jour-là. « Comme ça ?» Elle a été aperçue, quelques jours plus tard, par quelqu'un qui n'a jamais révélé cette information, mais moi je le savais. Je l'ai vue. Marianne, qui l'a vue?
Julien lui-même. Adrien était en pleine confusion. Si Clara avait été vue des jours plus tard, alors toute l'enquête policière était fausse ou manipulée. Mais il y a plus encore. Marianne a continué. Clara n'était pas seule, elle était avec un enfant. Adrien sentit l'air quitter ses poumons. Un enfant? Oui, une fille, environ 2 ans. C'est impossible. Non, ce n'est pas le cas. Clara est tombée enceinte avant le mariage. Et cet enfant n'était pas d'Éric. Adrien se figea. La révélation fut dévastatrice. L'enfant appartenait à Julien. Avec cette phrase, tout a changé. La raison de la disparition, le pouvoir de la manipulation. J'ai acheté le silence, les menaces, les photos cachées, le sabotage des caméras. Il ne s'agissait plus seulement d'une évasion ou d'un enlèvement. Il s'agissait d'un complot familial visant à dissimuler quelque chose capable de détruire la dynastie d'Arnon. La scène finale de l'intensification. Soudain, une branche a cassé. Adrien et Marianne se retournèrent en même temps. L'homme à la casquette noire se trouvait à quelques mètres de là, les fixant du regard. Derrière lui, une seconde silhouette et le reflet métallique d'une arme. « Ça suffit. Remettez-moi l'enveloppe, » dit l'homme d'une voix ferme. Marianne s'avança pour protéger Adrien. « Nous n'allons pas abandonner. La vérité éclatera. » Il sourit. « La vérité, c'est précisément ce que nous sommes venus empêcher. » Et puis, avant qu'Adrien puisse réagir, le deuxième homme leva le bras, le pointant directement sur eux, et le monde sembla s'arrêter. L'homme armé leva le bras avec une précision militaire. Le silence dans les bois était si absolu qu'Adrien pouvait entendre son pouls battre dans sa nuque. Marianne tendit la main devant lui, comme si son corps fragile pouvait lui servir de bouclier. L'homme sourit, non pas devant le geste noble, mais devant son inutilité. Puis, un événement inattendu s'est produit. Le cliché qui n'était pas ce qu'il paraissait. Le coup de feu déchira la clairière, résonnant entre les arbres. Marianne recula d'un pas, mais ne tomba pas. Les yeux du tireur s'écarquillèrent, comme si le résultat n'était pas celui qu'il avait espéré. Derrière eux, une autre silhouette apparut. Une silhouette fine, un long manteau, un visage partiellement dissimulé par la capuche, et un pistolet à la main. Marianne ouvrit la bouche, surprise. Julien, essayez. C'était lui, l'ancien amant, le nouvel ennemi. Julien fit quelques pas en avant, son arme toujours pointée sur les 2 hommes dans la Peugeot grise. « Je leur ai dit de les laisser tranquilles, » dit-il d'une voix basse mais ferme. L'homme à la casquette a rétorqué « Tu as trahi l'accord. » C'était simple, se taire. Julien laissa échapper un rire presque douloureux. Silencieuse, après tout ce qu'ils lui ont fait à ma fille, Adrien sentit l'air s'épaissir. C'était réel. L'enfant existait, et Julien était prêt à tuer pour elle. La confrontation directe. Les 2 hommes commencèrent à se déplacer stratégiquement, tentant d'encercler Julien. Ce dernier le savait, et se déplaça pour les garder tous 2 dans son champ de vision. Marianne tira Adrien par le bras en chuchotant « Tenez l'enveloppe, ne la laissez pas tomber. » Pas une seconde. Adrien sentit le papier brûler entre ses doigts. C'était plus qu'une simple preuve. C'était le symbole d'un mensonge entretenu pendant près de 20 ans. L'homme à la casquette a crié « C'est fini, Julien. Tu crois vraiment pouvoir affronter la famille d'Arnon ?» Julien rit de nouveau, mais cette fois le son était plus sombre, presque résigné. « Je ne veux affronter personne, je veux juste que la vérité les détruise. » Puis, il a tiré. Un tir net, direct et précis. L'homme à la casquette s'est effondré comme une masse. Le deuxième homme courut se cacher derrière un arbre, mais Julien était déjà en train d'ajuster sa visée. Adrien tenait Marianne par les épaules, essayant de la protéger tandis que les bois résonnaient d'échos dangereux. Le renversion. Le pistolet de Julien fit un clic sec et bref. Plus de munitions. Le deuxième homme surgit de derrière l'arbre tel un prédateur. Il se jeta en avant et donna un coup de pied à Julien dans la poitrine. Le photographe tomba à terre, laissant tomber son arme. L'homme attrapa Julien par le manteau et le souleva comme s'il ne pesait rien. « Tu aurais dû mourir il y a 19 ans, murmura-t-il en crachant les mots.
Adrien perçut un changement chez Julien. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. Une sorte de haine viscérale, accumulée au fil des années par la culpabilité, les erreurs et les secrets. Julien riposta avec force, assénant un coup de poing à la mâchoire de son agresseur. L'homme chancela. C'était l'occasion que Julien attendait, mais il ne la saisit pas. Il regarda Adrien et cria « Courir !» Marianne hésita. « Je ne peux pas te quitter. Allez-y, maintenant !» Adrien tira Marianne par le bras avec force. Ils coururent, mais avant de disparaître entre les arbres, ils entendirent deux autres craquements secs. Ce n'étaient pas des coups de feu, c'étaient des os qui se brisaient, ou des cris, ou les deux. La découverte qui a tout changé, le sentier se rétrécit, s'ouvrant soudain sur une petite route de campagne. Au loin, un bâtiment bas et abandonné se dressait, les fenêtres brisées et les portes arrachées. Marianne le désigna du doigt. « Voilà, c'est là que Clara s'est cachée, quelques jours après sa disparition. » Adrien se figea. « C'est donc vrai, elle n'a jamais quitté la région. » Marianne hocha la tête, essoufflée. Et ce n'était pas tout. Une autre personne était impliquée. Quelqu'un qui savait tout et qui a aidé à s'échapper. « Qui ?» insista Adrien. Elle le regarda comme si elle était enfin prête à dire ce qu'elle avait évité pendant 19 ans. Le prêtre du mariage. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. « Le père Luc, mais il est mort. »« Oui, mais avant cela, il vous a laissé quelque chose. »« Pour moi ?» Marianne prit une profonde inspiration, les larmes aux yeux. « Tu étais le seul photographe en qui Clara avait confiance. » Elle savait que si la vérité éclatait un jour, tu aurais le courage de suivre la piste. Adrien eut l'impression que le monde tournait autour de lui. Alors, « Essayez », Marianne répondit. « Tout cela était destiné à ce que tu le découvres, Adrien. » Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, un bruit déchira l'air, des pneus sur l'asphalte. La Peugeot grise réapparut, mais cette fois, seul un homme la conduisait. Le deuxième, le survivant. Il accéléra vers eux. L'impact et le choix final, Adrien repoussa Marianne. La voiture les dépassa à toute vitesse, dérapant dans le virage et s'écrasa violemment contre un arbre. Le conducteur en sortit en boitant, ensanglanté, mais vivant et furieux. Il s'avança vers Adrien. « Voilà, donnez-moi l'enveloppe !» Adrien recula. « Non, donnez-le-moi maintenant ou... » L'homme leva un couteau. Marianne a hurlé. C'est à ce moment-là que tout le monde a entendu des pas derrière eux. Bruit de pas lourds. Un bruit métallique qui traîne sur le sol. Julien. Il tenait l'arme brisée dans sa main comme s'il s'agissait d'un morceau de fer de démolition. Saignement. Mais se tenir debout. Il ne te touchera pas. Julien dit, en fixant l'homme du regard. Pas tant que je serai en vie. Le combat final. L'agresseur se jeta sur Adrien, mais Julien s'interposa. Les deux hommes s'affrontèrent dans un combat brutal et instinctif, fait de coups désordonnés. Julien était à bout, l'autre était désespéré. Le couteau brillait. Julien a saisi le bras de l'agresseur, il se tordit le poignet et la lame tomba. Adrien a vu sa chance. Il a repoussé le couteau d'un coup de pied. Julien, rassemblant ses dernières forces, saisit l'homme par les épaules et le projeta contre la porte rouillée de la maison abandonnée. Il perdit connaissance sur le coup. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Julien titubait. Marianne a couru pour le retenir. Mais avant de s'évanouir, il murmura à Adrien. « La vérité est dans l'enveloppe. Protégez-la, pour Clara, pour notre fille. » Et puis, Julien a perdu connaissance. Le corps de Julien gisait sur le sol froid de la maison abandonnée. Sa respiration était irrégulière, chaque mouvement de sa poitrine témoignant de sa lutte pour survivre. Marianne s'agenouilla près de lui, pressant le tissu de sa chemise contre la plaie à son flanc. Elle était profonde. Grave, mais pas mortel sur le coup. Adrien observait en silence, non par indifférence, mais par choc, cet endroit, cette maison, l'odeur de vieille poussière. Tout semblait suspendu dans le temps, comme si Clara était encore là. L'enveloppe,
toujours fermement tenu dans sa main, s'alourdissait à chaque seconde, et il savait qu'il ne portait pas seulement la vérité, mais le destin de tous. La maison des secrets, le bâtiment abandonné, laissait entrevoir des traces du passé. Un mur couvert de dessins d'enfants réalisés à la hâte, peut-être au crayon de couleur, une couverture oubliée dans un coin, un berceau de fortune fait de caisses en bois soigneusement disposées. Marianne passa la main sur le berceau, comme si elle touchait un fantôme. « Elle est restée ici pendant des jours, » murmura-t-il, avec la fille, jusqu'au retour de Julien. Adrien s'approcha. Pourquoi est-il revenu? Parce qu'il était père, parce que malgré tout, il aimait Clara. L'atmosphère était lourde de souvenirs inavoués. Chaque recoin semblait murmurer une histoire interrompue. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Adrien ouvrit de nouveau l'enveloppe et en étala le contenu sur une vieille table couverte de poussière et de toiles d'araignée. Les photos, la lettre, l'étrange contrat. À présent, sous la lumière diffuse qui filtrait par la fenêtre brisée, tout était plus clair. Clara avait peur d'Éric et Marianne. Adrien hocha la tête. Il a découvert l'existence de l'enfant. Oui, quant à l'implication de Julien dans le détournement de fonds de l'entreprise, elle subissait des pressions de leur part à tous les deux. Elle était prise entre deux feux. Adrien feuilleta le contrat manuscrit. C'était une sorte d'accord informel, sans valeur légale, mais avec des descriptions de paiement, de montants, de dates, presque un plan de la fraude. Julien a écrit ceci. Non seulement lui. Marianne répondit. Regardez de plus près. Adrien approcha le papier de ses yeux. Il y avait deux écritures différentes, une plus ferme, une autre plus délicate. Clara avait également signé. Elle comptait donc les dénoncer tous les deux? Oui, mais avant tout, elle voulait protéger sa fille. Elle savait que si elle disparaissait pendant des jours, on croirait qu'elle avait fugué de son plein gré, mais pas pour une raison plus importante. Adrien passa ses mains dans ses cheveux, essayant de mettre de l'ordre dans ce tourbillon d'informations. Le sentier qui reste les pas du tyran abattu résonnait encore dans sa tête. Ce couteau, cette course désespérée. Le siège n'avait plus rien à voir avec Clara. Il s'agissait de ce que tous craignaient de voir éclater au grand jour. Ils n'abandonneront pas, Marianne. Je sais. Et quand Julien va-t-il se réveiller? Si vous vous réveillez, elle répondit en appuyant sur sa blessure. Adrien acquiesça. C'était cruel, mais vrai. Que faisons-nous maintenant? Vous devez vous décider, dit Marianne en le regardant avec un sérieux presque solennel. Adrien recula d'un pas, surpris. Clara vous faisait confiance. Le prêtre vous faisait confiance. Julien, même dans le désespoir, vous a laissé le peu d'espoir qui lui restait. Adrien sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais avant qu'il puisse répondre, Julien se mit en mouvement. Le dernier message. Il ouvrit les yeux, haletant. Marianne tenta de l'empêcher de se lever, mais il s'obstina, s'accrochant à son bras. Adrien, le photographe s'est approché. « Je suis là !» Julien leva le doigt, pointant l'enveloppe ouverte. « Ce qui manque n'est pas là, » murmura-t-il. Adrien fronça les sourcils. Comme ça, Clara a laissé derrière elle autre chose. Oh, quelque chose de plus important. Les yeux de Marianne s'écarquillèrent. L'enregistrement? Julien confirma d'un faible hochement de tête. Un enregistrement? Demanda Adrien. Julien prit une profonde inspiration, comme si chaque mot exigeait un morceau de sa force vitale. Une confession. Elle a tout enregistré, tout ce qu'elle a découvert, tout ce qu'elle avait peur de dire. Elle a gardé le secret cette nuit-là. Il leva le bras et désigna le mur où étaient dessinés les dessins à la craie, derrière les morceaux de bois détachés. Adrien accourut, poussant des cartons et enlevant la poussière accumulée au fil des ans. Et là, il la vit, une planche mal fixée, marquée d'un petit cercle rouge presque invisible. Il a tiré sur le bois. Un petit enregistreur vocal est tombé par terre, poussiéreux, vieux, mais intact. Adrien l'attrapa, tremblant. Voilà, la vérité ultime. Et puis, le silence, un bruit de fond, mesure, plus d'une personne. Adrien se figea. Marianne se leva d'un bond, Julien serra le poing.
Non, ce n'est pas possible, dit Marianne en regardant par la fenêtre brisée. 3 voitures se rapprochaient l'une de l'autre sur le chemin de terre. Voilà pourquoi, vitres teintées, pas de plaque d'immatriculation. C'est la famille d'Arnon, murmura-t-elle. Adrien prit une profonde inspiration. La décision lui incombait. L'enregistreur qu'il tenait à la main semblait pulser, et tout indiquait que, dès que les voitures s'arrêteraient, il n'y aurait plus d'échappatoire. Le point culminant était sur le point d'arriver. Le grondement sourd des moteurs résonna sur le chemin de terre comme un avertissement. 3 voitures noires s'approchèrent lentement de la maison abandonnée, formant un demi-cercle qui bloquait toute issue. Les portières s'ouvrirent presque simultanément, et des hommes en longs manteaux sombres en sortirent d'un pas mesuré. Ce n'étaient pas des amateurs, ce n'étaient pas de simples émissaires. C'étaient les hommes de la famille d'Arnon, ceux qui n'apparaissaient que lorsqu'il fallait faire disparaître quelque chose à jamais. Adrien sentit la chaleur de l'enregistreur dans sa main, comme si la vérité avait sa propre pulsation. Marianne attira Julien plus près d'elle, mais il s'obstinait à rester appuyé contre le mur, les yeux mi-clos par la douleur, mais toujours alerte. « Ils sont venus pour tout effacer », murmura-t-il. « Ou clôture finale. » Le plus grand des hommes s'avança et s'arrêta à quelques pas de la porte. Il ne leva aucune arme, il ne proféra aucune menace. Il prit simplement une profonde inspiration et dit « Remettez-moi l'enveloppe, l'enregistreur, et personne ne mourra ici. » Adrien fit un pas en avant, ignorant le tremblement de ses jambes. « Il n'y a pas de personne quand vous êtes là. Vous parlez avec conviction. » L'homme répondit en haussant un sourcil. Mais il ne sait pas de quoi il parle. Marianne sortit de derrière lui. « Oui, nous le savons. Clara s'est enfuie parce qu'elle a découvert ce que vous faisiez de l'argent de la fondation, les faux contrats, les sociétés écrans, les pressions. Elle savait que si elle maintenait ce mariage, elle serait complice ou morte. » L'homme sourit, un sourire froid et calculé. Clara était naïve, Julien l'était encore plus. 2 jeunes gens insensés qui croyaient pouvoir tenir tête à leur famille. Elle a eu de la chance de disparaître avant que les conséquences ne la rattrapent. Julien leva la tête, les yeux emplis de fureur. « Tu l'as tuée ?» ?»« Non, » l'homme répondit calmement. « Clara a choisi de ne pas revenir. Ce n'est pas nous qui l'avons repoussée, c'est lui. » Il désigna Julien du doigt. Un silence encore plus pesant s'abattit sur la pièce. La grande révélation. Adrien sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu dis ?»« La vérité. » L'homme a répondu. Clara a découvert la supercherie, mais elle a aussi découvert que Julien était impliqué avant même de la rencontrer. Il a tenté de partir après être tombé amoureux d'elle, mais on ne quitte pas la famille d'Arnon si facilement. Julien plissa les yeux mais ne le nia pas. Il prit simplement une profonde inspiration. Marianne se raidit. « Tu avais promis d'avoir aidé Clara. »« J'ai essayé, » murmura Julien, sa voix s'éteignant presque. « Mais j'avais peur aussi. » Il fut le premier à s'enfuir. L'homme a continué. Clara s'en rendit compte, et elle décida qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne, ni à lui, ni à son frère, ni à sa famille, ni à la police. Alors elle prit la fillette et disparut. Adrien déglutit difficilement. La vérité que je cherchais depuis 19 ans était là. Cependant, chaque réponse engendrait une nouvelle blessure. « Où est-elle » demanda Adrien, sentant une brûlure dans sa poitrine. « Qu'est-il arrivé à Clara ?» L'homme soupira. Clara tenta de fuir la France quelques mois plus tard. Elle utilisa de faux papiers. Mais une femme portant un enfant attire l'attention. Elle fut interceptée à la frontière suisse. Elle essaya de discuter, mais elle n'avait nulle part où aller. Marianne porta sa main à sa bouche. « L'avez-vous arrêtée ?»« Non. » Une pause. C'était pire. Elle nous a supplié de laisser sa fille vivre loin de notre influence. Et c'est ce que nous avons fait. Le cœur d'Adrien s'est arrêté un instant. Qu'est-ce que cela signifie? L'enfant a été placé en adoption, légalement. Clara a disparu sans laisser de traces. Certains disent qu'elle est morte. D'autres disent qu'elle s'est enfuie dans un endroit où personne ne pourrait la retrouver. La vérité, personne ne la connaît. Elle s'est volatilisée comme elle le souhaitait. Julien laissa échapper un gémissement étouffé.
Ce n'était pas une douleur physique, c'était autre chose, une sorte de regret irréparable. Le choc final. L'homme tendit la main. Maintenant, rendez-moi l'enregistreur. La vérité n'a pas besoin d'être révélée. La jeune fille a eu une vie. La famille a préservé sa réputation. Julien a survécu pendant près de 20 ans. Ne détruisez pas tout par un romantisme tardif. Adrien regarda Marianne, elle regarda Julien. Ensuite, à l'enregistreur. Ce petit objet contenait le dernier message de Clara. Votre voix, votre peur, votre courage. Et c'est peut-être là leur destin. Il prit une profonde inspiration, leva le bras, et il appuya sur le bouton. La voix de Clara emplissait l'intérieur de la maison. Doux. Clara, réelle. Si vous m'écoutez, c'est que j'ai échoué. Ou que j'ai été trahi, ou que j'ai enfin fait le choix que je n'ai pas eu le courage de faire dans ma vie. Ma fille ne peut pas rester ici. Julien a essayé d'aider, mais il a peur, lui aussi. Peur de sa famille, peur de la vérité, peur de lui-même. L'homme recula d'un pas comme si c'était inattendu. S'il m'arrive quoi que ce soit, je ne veux qu'une chose. Que celui ou celle qui trouvera cet enregistrement sache que je me suis battu jusqu'au bout pour protéger ce qui m'appartenait. Et que la vérité n'a jamais appartenu à la famille d'Arnon. Le silence qui suivit l'enregistrement fut absolu. Puis, tout s'est produit en même temps. L'explosion du destin. Julien se releva péniblement et, dans un geste désespéré, se jeta sur l'homme qui menait le groupe. Les autres hommes s'avancèrent. Marianne retint Adrien. Le magnétophone tomba au sol et glissa vers la porte. L'homme a essayé de s'en emparer. Adrien était plus rapide. Il a attrapé l'enregistreur, a couru dehors et a tiré par le côté de la maison. Les hommes se mirent à courir après lui. La forêt s'était transformée en un labyrinthe d'ombres et de branches. J'avais le souffle coupé. Le sol sembla se dérober sous leurs pieds. Mais Adrien ne s'est pas arrêté, car pour la première fois en 19 ans, la vérité avait une voix. Et il portait cette voix dans sa main. La forêt semblait infinie. Adrien courait sans se retourner, le souffle court et les jambes lourdes comme du plomb. Le magnétophone cognait contre sa main à chaque pas, lui rappelant que, aussi terrifiante que fût la vérité, il ne pouvait pas la laisser s'éteindre en silence. Arrivé enfin sur la route, il n'a pas réfléchi. Il a simplement levé le bras et fait signe à la première voiture qu'il a aperçue. C'était un vieux camion qui a freiné brusquement en le voyant si désespéré. Le conducteur est sorti, terrifié. « Mon Dieu, ça va ? S'il vous plaît, haleta Adrien en lui faisant signe de monter dans le camion. Emmenez-moi n'importe où il y a du réseau téléphonique. » L'homme l'aida à se relever sans poser de questions. Quelques minutes plus tard, loin de la maison, loin des voitures noires, loin de la famille d'Arnon, Adrien parvint enfin à appeler quelqu'un en qui il avait encore confiance. Marianne. A-t-il réussi à s'échapper ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'ai réussi. Et toi, Julien ? Tout va bien pour l'instant. La police est arrivée. Quelqu'un a signalé des coups de feu dans le quartier. L'enregistrement, je l'ai encore. Clara n'est donc pas morte en vain. Marianne répondit, avec un poids qui en disait long. La vérité, enfin libre. Dans les heures qui suivirent, Adrien remit l'enregistrement audio à la police, puis à la presse. La vidéo devint virale. L'histoire, longtemps étouffée, déformée, enfouie, fit surface avec la force d'une avalanche. La famille d'Arnon s'est retrouvée au cœur d'un scandale international. Blanchiment d'argent, adoption irrégulière, corruption, dissimulation. Aucun journal ne l'a ignoré, aucune autorité ne pouvait le dissimuler. Julien, acculé et blessé, décida de tout avouer publiquement. Son témoignage fut la pièce manquante qui fit s'écrouler le château de secrets bâti pendant des décennies. Mais pour Adrien, cela n'apporta aucun soulagement. Seulement du vide. Car malgré tout ce qu'il avait découvert, Clara restait portée disparue. La fin surprenante. 3 semaines plus tard, alors que le chaos commençait à se calmer, Adrien reçut une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il n'y avait qu'une photographie imprimée. Photo d'une femme entrant dans un café d'une petite ville italienne.
Son visage était partiellement dissimulé par des lunettes de soleil et une écharpe. Mais Adrien reconnaîtrait cette démarche, cette façon de porter le sac, ce tout petit détail au coin de la bouche. C'était Clara, vive, et en arrière-plan, entrant juste derrière elle, une jeune femme d'environ 19 ans, avec les mêmes cheveux châtain clair, la même posture délicate, sa fille. Clara ne se cachait pas de la vérité. Il se cachait parce que, qu'est à dire, au dos de la photo, il n'y avait qu'une seule phrase écrite à la main. « Maintenant que vous savez tout, laissez-moi vivre en paix, C. » Adrien resta là, partagé entre le soulagement et la tristesse. Il ne la retrouverait jamais, et c'est ce qu'elle voulait. Mais pour la première fois depuis des années, il sourit, car, à ce moment précis, elle comprit que l'histoire ne portait pas sur le fait de retrouver Clara. Il s'agissait de la libérer, même tardivement. Et il s'agit de se libérer.